Un homme dessinait en secret le portrait de la femme en face de lui, mais sans la moindre gêne. Elle ouvrit le chocolat qu'il avait posé sur la table, et se mit à le déguster tranquillement. L'homme resta un instant bouche bée. Une lueur de surprise traversa son regard. Pour affirmer son territoire, il cassa lui aussi un carré de chocolat, et le glissa dans sa bouche, en lançant à la femme un regard espiègle. Mais elle ne sembla nullement troublée, et continua à croquer le chocolat, avec une élégance déconcertante. Cette rencontre pour le moins inattendue, amusa les deux protagonistes. Ils échangèrent un sourire complice, savourant cette complicité spontanée. L'homme allait prendre la parole, quand la femme atteignit son arrêt. Elle se leva et s'apprêta à partir. Face à la bienveillance de Jacques, elle ne dit pas un mot, mais lui offrit en partant un regard chargé de sous-entendus. Lorsque Jacques voulut descendre à son tour, il réalisa soudain qu'il avait encore dans sa poche le même chocolat. À cet instant précis, tout s'éclaira dans son esprit. Mais le destin est parfois bien facétieux, comme si tout avait été orchestré. Le lendemain, Jacques et la jeune femme se retrouvèrent. Il s'empressa de lui expliquer le malentendu de la veille. En signe d'excuse, Jacques lui offrit le portrait qu'il avait soigneusement dessiné. Ils se sourirent avec une belle complicité, puis se serrèrent la main avant de se séparer. Mais à peine s'était-il retourné, que Jacques regretta aussitôt de ne pas lui avoir demandé ses coordonnées. C'est alors que la jeune femme l'interpella. Here, Oh no, that's for you. Keep it. give it to me again. Okay. Face à ce geste d'ouverture, Jacques rayonnait de bonheur. Un amour partagé est toujours ardent et merveilleux. Ils formèrent très vite leur propre foyer. Peu de temps après, son épouse mit au monde un garçon plein de vitalité. Pourtant le sort semblait peu clément à leur égard. Jacques se mettait à ressentir d'étranges vertiges sans raison apparente, comme si le monde entier se mettait à tourner en un instant. Il luttait de toutes ses forces pour rester conscient, mais finissait inévitablement par s'effondrer. Après un bilan médical approfondi, il reçut une nouvelle dévastatrice. Il était atteint d'une maladie incurable. Jacques voulut en parler à sa femme, mais chaque fois que les mots lui montaient aux lèvres, il les ravalait, car il se rappelait le visage ravagé de sa femme après la mort de son frère. Il se souvenait aussi des mois durant lesquels elle avait pleuré à n'en plus finir, s'enfermant dans sa chambre. Pendant près de 6 mois, Jacques savait combien les liens familiaux comptaient pour elle, et à quel point son cœur fragile ne pourrait pas supporter un nouveau deuil. Alors il choisit le silence, enfouissant au plus profond de lui cette détresse et cette peur, en contemplant les sourires lumineux de sa femme et de son fils. Une vague de mélancolie envahit le cœur de Jacques, alors qu'il errait au bord du gouffre du désespoir. Une image surgit dans son esprit, celle d'une publicité pour le clonage humain qu'il avait aperçue. Jacques prit contact avec le docteur, et lui fit part de sa décision de participer au programme de clonage. Lorsqu'il se retrouva pour la première fois face à son propre clone, il ne put retenir un mouvement de stupeur. C'était un être en tout point identique à lui. La seule chose qui permettait de les distinguer était un grain de beauté supplémentaire sur la main du clone. Même si Jacques s'était préparé psychologiquement avant de venir, se retrouver face à celui qui allait le remplacer était une toute autre affaire. De retour chez lui, en regardant son fils et sa femme, Jacques esquissa un sourire doux, avant de sentir ses yeux s'embuer de larmes. Le choix qui s'imposait à lui ressemblait à des vagues déchaînées, venant battre encore et encore contre son âme. Il savait qu'il ne pouvait pas égoïstement abandonner sa femme et son fils, laisser un autre Jacques prendre sa place, et perpétuer cet amour à sa place, était peut-être la meilleure décision. Alors Jacques prit sa résolution. Il dit à sa femme qu'il partait en déplacement professionnel quelques jours, et repartit seul relancer le projet de clonage. Il entreprit de transférer ses souvenirs au clone, la douceur de la rencontre avec sa femme, les moments de complicité passés avec son fils, les instants précieux vécus à 3 en famille. Tout cela défilait dans son esprit, au terme du transfert mémoriel. Ces souvenirs précieux furent gravés à la perfection dans l'esprit du clone. Quand le clone ouvrit les yeux, il se fondit entièrement dans le parcours de vie de Jacques. Le docteur lui expliqua d'emblée qu'il était le remplaçant de quelqu'un d'autre. Pourtant le clone n'éprouva aucune résistance, car son esprit était désormais imprégné de tous les souvenirs de Jacques. Ses images tendres de vie de famille, ses hésitations et tourments face au clonage, lui semblaient aussi intimes et réels que des souvenirs vécus. À ce moment-là, Jacques jouait aux jeux vidéo avec son fils, quand un vertige soudain le précipita dans les ténèbres. Par chance, juste avant de perdre connaissance, il coupa la communication vidéo. Cet épisode fit prendre conscience à Jacques qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Quand Jacques retrouva le clone activé, son état d'esprit semblait bien plus apaisé qu'avant. Tous deux comprenaient le poids de leurs responsabilités, mais tout ne se passa pas sans accroc. Dès le premier test grandeur nature, un problème surgit. Le clone devait remplacer Jacques lors d'une conversation avec sa femme. L'appel vidéo fut lancé. En voyant apparaître le visage de la femme, le clone, légèrement crispé au départ, recouvra aussitôt tout son calme. Il s'immergeait totalement dans son rôle, au point d'en oublier qu'il était un clone. Il s'épanchait avec elle avec une aisance déconcertante, comme si elle et lui étaient les êtres les plus proches du monde. Jacques, en retrait, était au supplice, les mains crispées, les yeux brûlants de colère et de jalousie. Tout ce qui lui appartenait allait être confisqué par cet autre lui-même. Il n'en put plus, et raccrocha brutalement l'appel. Ce geste mit le clone hors de lui, et les deux hommes s'empoignèrent dans une violente dispute. Mais au beau milieu de l'altercation, la maladie de Jacques se manifesta à nouveau. Le clone
revenu à lui, fut submergé par les remords. Il savait pertinemment qu'il n'était qu'un substitut, mais la conversation avec la femme l'avait fait oublier un instant sa condition de clone. Cette épreuve leur fit néanmoins comprendre qu'ils étaient indissociablement liés par le même destin. Quand Jacques sortit de son évanouissement, le clone vint spontanément s'en excuser auprès de lui. Ils en avaient tous les deux conscience. Ni l'un ni l'autre n'était encore prêt. Avant d'être définitivement remplacé, Jacques fut saisi d'une impulsion irrésistible. Il voulait rentrer faire ses adieux à sa femme et à son fils. Mais à son retour, au moment de franchir le seuil de la maison, la maladie se manifesta à nouveau. Une vague de vertige le submergea, et il s'effondra, hors de tout contrôle. Si sa femme avait découvert la scène, tout le plan aurait été réduit à néant. Par chance, Jacques reprit conscience juste à temps. Il se hissa péniblement jusqu'à sa voiture, pour s'assurer que le clone pourrait prendre sa place sans encombre. Jacques devait passer du temps avec lui, et observer de près leur quotidien, afin de déceler les infimes différences entre eux. Ce qui les terrifia l'un comme l'autre, c'était de constater à quel point leur ressemblance était absolument saisissante, que ce soit dans le caractère, ou dans les habitudes de vie. Ils étaient comme deux reflets dans un miroir. La seule différence était que la vie de Jacques touchait à sa fin, tandis que le clone, lui, pouvait le remplacer et vivre en pleine santé. Finalement, le clone prit la place de Jacques, et retrouva ce foyer plein de chaleur et d'amour. La femme ne remarqua rien d'inhabituel, mais au moment où ils s'enlacèrent, le chien de la maison se mit à aboyer furieusement. La femme ne s'interrogea pas sur la réaction étrange du chien. Quant au vrai Jacques, il ne pouvait qu'observer sa famille de loin, à travers les lentilles portées par le clone. Au fil du temps, il perçut quelque chose d'inhabituel. Le clone retirait ses lentilles de plus en plus fréquemment. Une nuit, n'y tenant plus, il décida d'aller rendre visite à sa femme. En chemin, il réfléchissait à la façon dont il allait affronter tout cela. Quand il finit par rentrer chez lui, il n'osa pas s'aventurer voir sa femme et son fils. Il craignait que si le clone lui apparaissait au même endroit, tout serait compromis. Jacques se glissa discrètement dans le bureau, et ouvrit l'ordinateur. Il y découvrit des scènes de bonheur partagées entre sa femme, son fils et lui-même, des moments qu'il n'avait jamais vus sur les écrans de surveillance. En regardant ces images de bonheur défiler, les inquiétudes et les doutes qui rongeaient Jacques s'évaporèrent peu à peu. En cet instant, Jacques comprit avec certitude que le clone avait continué à aimer sa femme et son fils à sa place. Soudain, le clone apparut dans son dos. Leurs regards se croisèrent, et une émotion complexe envahit le cœur de Jacques. Il s'était attendu à ce que l'autre lui reproche son égoïsme et son intrusion. Mais dans les yeux du clone, il ne lut que compréhension et bienveillance. Non seulement le clone ne le chassa pas, mais il lui offrit la chance de dire un dernier au revoir. Après avoir échangé leurs vêtements, Jacques entra doucement dans la chambre de son fils. Il réveilla tendrement l'enfant endormi, puis l'emmena dans le salon, pour grignoter quelques friandises ensemble. Le clone observait la scène en silence, et sentait monter en lui une profonde compassion pour Jacques. Le fils, plongé dans cette joie insouciante, ignorait que c'était le dernier adieu de son père. Jacques contemplait les traits de son enfant avec intensité, ses yeux débordant d'amour et de regret. Après ces adieux empreints de tendresse avec son fils, Jacques se rendit dans la chambre conjugale. Il serra sa femme contre lui avec force, y mettant tout son amour et toute sa peine. La femme perçut quelque chose d'inhabituel dans son étreinte, mais ne posa aucune question. Elle se contenta de le réconforter avec douceur. Tout ira bien. Jacques lui demanda si elle était heureuse de sa vie actuelle. Sa femme acquiesça d'un signe de tête affirmé. Le cœur de Jacques, jusqu'alors noué, se dénoua enfin. Un sourire sincère illumina son visage, et il plongea son regard plein de tendresse dans les yeux de sa femme. Avant de partir, Jacques remit solennellement l'anneau si précieux à ses yeux, entre ses propres mains. Ce geste symbolisait pour lui le fait de tout confier à cet autre lui-même qui se tenait devant lui. Ils se serrèrent la main pour se dire au revoir, se réconciliant mutuellement, avant de disparaître définitivement de la vie l'un de l'autre. Quelque temps plus tard, le docteur informa Jacques que tous les souvenirs liés au clonage avaient été définitivement effacés chez le clone. Désormais, il était redevenu entièrement l'homme que tu étais avant la maladie. Jacques accueillit cette nouvelle sans grande émotion. C'était exactement le dénouement qu'il avait espéré. Mais, surprise, le docteur lui expliqua qu'avant l'effacement de sa mémoire, le clone avait tenu à te laisser un cadeau. C'était un enregistrement audio sur le thème de l'amour, le témoignage sincère de l'amour que ta femme te porte. Babe. Tell me you love me. I love you. No. What are you doing? I'm chopping stuff. For real, Pete. What? Look me in the eyes and tell me you love me. What are you doing? Just, come on, for real. I need to hear it. Okay. I love you, Cameron Tanner. Always have. And always will. Il savait que sa femme l'aimait profondément. Cet amour, personne ne pouvait le lui voler. C'est ici que l'histoire se termine. Likez et abonnez-vous. Le prochain épisode sera encore plus captivant.